Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. J'ai aujourd'hui avec moi Louis Duclary, donc, qui est le CEO et le cofondateur de Enchères Immo. Bonjour Vanna. Merci d'être venu aujourd'hui sur Avenir. Je t'en prie. Écoute, on va rentrer directement dans le bain. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Donc je m'appelle Louis Duclary, je suis le cofondateur et CEO d'une startup qui s'appelle Enchères Immo. Aujourd'hui, Enchères Immo, c'est quoi ? C'est 17 personnes qui accompagnent les professionnels de l'immobilier dans la mise en place de ventes interactives. Mais bon, je vais peut-être pas tout commencer à raconter tout de suite, je pense. Super. Alors, nous, dans ce podcast, notre objectif, c'est d'en apprendre plus sur toi, d'un plan un peu plus personnel. Mais on va bien sûr parler d'immobilier et d'Enchères Immo. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'environnement où tu as grandi, d'où est-ce que tu viens, ton enfance, comment est-ce que ça s'est passé ? Écoute, j'ai grandi dans le 92, dans une ville qui s'appelle La Garenne-Colombes, dans une famille avec 3 enfants, dont je suis l'aîné. J'ai 2 petits frères. Écoute, je pense avoir eu une enfance plutôt heureuse, des parents aimants et une fratrie complète sympa. Et alors aujourd'hui, comme tu es CEO et cofondateur d'une entreprise, comment est-ce que tes frères te soutiennent dans cette aventure ? Écoute, finalement, j'aurais tendance à dire que mon rôle d'aîné a fait que j'avais toujours un peu d'avance sur eux dans la vie. Ils ont pris ce challenge en se disant waouh, ok, Louis monte une boîte, c'est cool, on va suivre. Et ouais, ils font partie des premiers soutiens. Ils sont toujours là à essayer de savoir comment ça se passe. Les deux ont des parcours complètement différents. Tu vois, j'ai un frère qui a fait 5 ans de droit et l'autre qui est architecte. Donc on se complète pas mal, c'est sympa. Ok. Et du coup, au niveau des études, est-ce que tu peux nous en parler, ton parcours scolaire un peu classique ou J'aurais tendance à dire très classique. Ok. J'étais dans un collège puis lycée à Paris. Ensuite, j'ai fait une école d'ingé en prépa intégrée. Je me suis spécialisé à ce moment-là en maths financière. J'ai complété ce cursus dans une école de commerce où j'ai fait un master finance. Et j'ai commencé à travailler en finance avant de créer Enchères Immo. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé dans l'aventure Enchères Immo ? Est-ce que tu es passé par d'autres expériences professionnelles avant ? Écoute, assez tôt finalement, puisque si je dis pas de bêtises, je monte Enchères Immo à 25 ans. Avant, j'avais eu le temps de travailler en banque d'affaires et dans un fonds. Mais finalement, tout début de carrière, quoi. Ok. Et du coup, comment est venue l'idée de Enchères Immo, la naissance de l'entreprise ? Comment est venue la naissance d'Enchères Immo ? Finalement, donc moi, j'ai cofondé Enchères Immo avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Paul. Avec Paul, on s'était suivis puisqu'on était en école d'ingénieur ensemble. On s'était, on va dire, séparé le temps de faire chacun des masters finance dans des écoles différentes. Et finalement, tu sais, le monde de la finance à Paris, c'est un peu dans un même périmètre. Et donc, il se trouve que nos banques respectives étaient à, je sais pas, 200 mètres l'une de l'autre. Donc, on avait tendance quand même souvent à déjeuner ensemble, à prendre des news, à savoir comment ça se passait, etc. Et finalement, c'est par l'intermédiaire d'une amie commune, qu'on a eu l'idée de monter Enchères Immo. Elle, famille de notaire, et nous commence à nous parler des enchères en fait. On dit les notaires mettent de plus en plus d'enchères en ligne en place. Il y a peut-être un truc à creuser et en fait c'était la graine si tu veux. D'accord. Et après, on n'a pas créé Enchères Immo en claquant des doigts, mais on a continué à travailler à ce moment-là en finance pendant quelques mois, mais on avait un peu le side project déjà en tête, qu'on a creusé, voir si on pouvait le faire, si techniquement quels étaient les enjeux, etc. Et on s'est lancé. Voilà. Ok, et du coup, donc, l'aventure Enchères Immo, elle commence en quelle année ? L'aventure Enchères Immo, le moment où on se met dedans vraiment, juste avant le Covid, février 2020. Ah oui. On veut faire notre POC. Enfin, en gros, on a déjà, si tu veux, donc fin d'année 2019, on cogite dessus. On se dit, comment est-ce qu'on veut mettre en place les choses ? On commence à discuter avec des professionnels de l'IMO. Et en février, on se dit, ok, super, on fait un POC. On prend un freelance pour développer le POC, et qui est un ami d'amis. Et en fait, finalement, le premier confinement nous a pas tant dérangé parce que nous, on était un peu dans notre grotte, tu vois, on était en train de développer le truc. Et on met le site en ligne en juin. D'accord. Voilà. Ok, alors comment est-ce que c'est reçu ? Comment est-ce que vous pitchiez au début Enchères Immo il faut savoir en fait, Enchères Immo, ça a aussi évolué en termes d'apport pour le professionnel en fonction du marché dans lequel on est.
À l'époque, c'est vrai que nous, les agents avec qui on discutait, ils étaient très parisiens ou autour de Paris, puisqu'en fait, on y allait à pied, quoi. En gros, on toquait aux portes des agences, on voulait comprendre leur métier, etc. Et c'était une phase ultra tendue, hein. Je sais pas si tu te souviens un peu de ce marché-là, mais les biens, les pros, ils rentraient des biens, ils les sortaient. La vraie difficulté pour un professionnel à ce moment-là, c'était plus de prendre le mandat. Un mandat rentré, globalement, il était sorti. Enfin, c'était pas trop complexe cette partie-là. Il y a évidemment des biens un peu à challenger, mais voilà. Et donc, le premier discours dans Cherimo, c'était de dire, on voulait permettre, enfin, c'est ce qu'on tout fait toujours, hein, permettre aux pros d'apporter plus d'efficacité dans le process et plus de transparence, puisque sur des biens un peu marché tendu, l'enjeu c'est de se dire, si on est capable de vendre en, je sais pas, je caricature, mais en 48 heures, et qu'on a 4 offres au prix, peut-être qu'en fait on pourrait mieux vendre. Ok. Donc ça c'est typiquement un des côtés, un des versants de ce qu'on fait. Et en fait après évidemment le discours il a évolué sur plein de typologies de biens différentes. Mais bon voilà. Bon. Ok. Et alors au niveau peut-être du profil de client avec lequel vous travaillez, votre cible, votre audience, est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, nous nos partenaires sont des professionnels de l'IMO. Ok. En grande majorité aujourd'hui des agences avec des négociateurs. On a aussi des indépendants qui peuvent travailler seuls, qui utilisent Cherimo. Mais dans tous les cas, nous, nos clients, ce sont des professionnels. Ok, ça marche. Et alors, votre business model, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, carrément. Est-ce que tu veux que je définisse ce que c'est que la vente interactive? Ouais, c'était une de mes questions, mais du coup, tu vas devancer. En gros, la vente interactive, qu'est-ce que c'est? Comme ça, moi, après, ça pourra me permettre de découler sur le modèle. Parfait. La vente interactive, en fait, c'est le fait qu'un professionnel puisse proposer à ses clients, vendeurs et acquéreurs, on va dire un cursus différent dans la commercialisation, puisque au lieu de positionner ton bien à un prix, on va dire, plutôt haute fourchette, quoi, généralement ce qu'attend le vendeur, voire un peu au taquet, on va retourner la situation en termes de stratégie. On va démarrer d'un prix attractif, généralement bas d'estimation, voire plus attractif en fonction évidemment de la typologie du bien, pour aller déjà dynamiser une commercialisation, générer les acquéreurs là où ils sont, puisque parfois en fait les acquéreurs ils sont pas sur l'autre fourchette, et permettre ensuite aux professionnels de qualifier, faire ses visites, valider le financement, et enfin inscrire ses participants à la vente pour qu'à une date déterminée, ils puissent se connecter sur notre plateforme et remettre leurs offres en toute transparence, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui ont été inscrites, donc les participants vont pouvoir se connecter, voir les offres des uns et des autres et déposer la leur. Et donc l'idée c'était vraiment de se dire que la génération du prix se fait par les acquéreurs, entre eux, en transparence. Donc on sort du côté oui, j'ai eu une offre à tel prix, et en fait on ne sait pas si c'est le cas. Et l'objectif c'est de mettre les acquéreurs en confiance et qu'ils aient le sentiment que oui, ils ne sont pas en train de faire de bêtises parce qu'il y a d'autres acquéreurs qui sont prêts à faire une offre, quoi. Voilà. Et donc maintenant je rebondis sur le business model. Nous, notre business model aujourd'hui c'est de l'abonnement. C'est-à-dire que nos partenaires payent un abonnement mensuel pour pouvoir accéder à la plateforme, pour pouvoir bénéficier évidemment des formations qu'on met en place, parce que finalement c'est un changement d'usage. Alors on ne révolutionne pas du tout la manière de vendre. En revanche c'est un changement d'usage sur certaines briques et certaines parties de la vente. Et après évidemment notre rôle, une fois que la partie technique est en place, ils ont accès à l'outil, donc déjà ça se valorise comme ça, hein. Tu donnes ton outil à quelqu'un, et en plus de ça on va assurer un accompagnement et un suivi, puisqu'on sait que il faut qu'on soit aux petits soins pour que nos partenaires, qui sont des experts généralement de la vente et de leur secteur, on puisse nous leur apporter notre expertise sur comment est-ce qu'on organise une vente interactive, sur n'importe quel type de bien finalement. Ok, ça marche. Alors au niveau de l'estimation, vous faites vous-même l'estimation, ou est-ce que vous êtes en partenariat? Comment ça se passe? Non, aujourd'hui, nous sur la partie estimation, on n'a pas de partenariat directement intégré dans l'outil. Si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, on considère que cette première brique-là, déjà, c'est le professionnel avec qui on travaille, qui, quand il veut mettre un bien en vente interactive, alors soit il peut gérer tout seul parce qu'il est déjà très confiant sur le prix qu'il faut déterminer, etc. Soit sinon il va contacter son chargé d'affaires chez nous et lui dire bonjour Louis par exemple, je souhaite mettre un bien, j'ai discuté avec le vendeur, il est OK pour la stratégie de vente interactive. Le vendeur en attendant, moi j'estime le bien dans cette fourchette-là. Là, il nous donne évidemment des éléments sur depuis combien de temps le bien est commercialisé, quel est l'état du marché sectoriellement, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, nous, généralement, on va lui conseiller, là, ça peut paraître un peu à la louche, ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus fin quand on a les éléments sur le bien, de faire une décote entre 5 à 15% en dessous de son estimation. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, j'ai une question. Est-ce que tu te rappelles de votre première vente interactive? Est-ce que tu peux me parler un peu de comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, carrément. Donc ça, c'est assez amusant. Notre première vente interactive, j'ai checké la date.
parce que en fait, je sais que c'était globalement il y a 3 ans, mais c'était le 27 octobre 2020. C'était à Collonges au Mont-d'Or, enfin à côté de Lyon, quoi. Une petite maison. Et en fait, tu sais, au début, quand tu montes un projet, les early adopters, c'est ceux qui croient le plus finalement. Enfin, tu vois, c'est limite, ils y pensaient avant toi de créer cette solution. Et en fait, c'est une de nos partenaires qui travaille toujours avec nous, hein, qui s'appelle Christine Berger, qui avait mis en ligne donc cette maison-là. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, ça avait cartonné, puisque le bien était à la vente depuis un certain temps. Elle avait fait une décote assez importante. Et il me semble qu'on avait dépassé. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus si c'était les attentes du vendeur ou son estimation à elle, mais de l'ordre de 7 ou 8%. Bon, c'était un autre marché, hein, par rapport à aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était premier test qui était une super réussite. Et bon, et après, il y en a eu plein d'autres, hein. Mais non, c'était cool. Et vous travaillez avec combien d'agences à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas être très loin des 400 partenaires. Et tu vois, comme je te disais, il y a, je pèse peut-être 350 agences et une quarantaine d'indépendants. Mais en gros, voilà à peu près où on en est. Et alors, je voulais te demander, donc tu as parlé de situation du marché. On sait qu'aujourd'hui, elle est un petit peu tendue. Comment est-ce que déjà le marché vous impacte en Sharimo et comment est-ce que vous faites face justement à cette situation? Écoute, je pense que quand tu parles de situation de marché, tu fais référence en tout cas à un marché qui commence à changer, quoi. On était dans un marché haussier, là le marché a stagné, voire baisse. Écoute, nous, pour le moment, chez Enchérimo, on se rend compte que c'est plutôt une opportunité qu'autre chose. Ok. C'est-à-dire que on va dire que sur les 3 premières années, on est allé chercher, on va dire, si tu veux, vraiment les early adopters, les gens qui avaient entendu parler d'Enchérimo, qui nous avaient contactés, etc. etc. Et en fait, finalement, tu vois, 400 partenaires sur, je sais pas, 40 000 professionnels ou 50 000 professionnels en France, on est encore loin du mass market, tu vois, vis-à-vis d'Enchérimo. Et c'est vrai que là, ce marché difficile, alors évidemment, il faut qu'on s'adapte, nous, hein, dans le discours, dans l'accompagnement, puisqu'en fait, nos clients attendent plus exactement la même chose de nous. Mais c'est quand même une super opportunité, puisque les professionnels sont à l'écoute. Sachant que c'est plus difficile pour eux, enfin, en tout cas pour la plupart, hein, aujourd'hui qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Et en fait, ils ont aussi envie de trouver des solutions, donc c'est assez intéressant. Et alors vous, comment est-ce que vous allez démarcher les professionnels justement pour les convaincre d'adopter Enchérimo? Tu veux dire en termes de stratégie d'acquisition de leads? Oui, exactement. Écoute, des stratégies assez basiques. On a un peu d'inbound, soit avec un peu du référencement, de l'ads, enfin du paid. Et en fait, finalement, on fait quand même beaucoup d'outbound. On fait des campagnes de mailing assez ciblées. On n'a pas trop pris le parti de faire des mailings trop bourrins. Donc assez ciblés sur des zones. Et pareil, on fait des campagnes d'appel, hein, de cold call. En vrai, il n'y a pas de secret, hein. Est-ce que vous faites toujours le porte-à-porte que vous faisiez au début? Non. Non, c'est vrai qu'en fait, au début, ça a été un super moyen, enfin, faut qu'on le remette en place d'ailleurs, hein, très honnêtement, mais ça a été un super moyen au début déjà d'échanger avec des pros. Et quand on est dans l'agence et qu'ils nous accordent 10 minutes, on a un échange qui est beaucoup plus franc qu'au téléphone, si on lui dit vous en pensez quoi. Ouais. Et donc ça, c'était top. C'est vrai que tu vois, là, on a constitué une équipe, on est passé de 10 à 17 là, sur le mois de septembre, enfin à partir du mois de septembre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on s'est redit, ok, on a plein de canaux d'acquisition aujourd'hui qu'on a bien développés, ou en tout cas, on sait ce qui fonctionne mieux que d'autres. Et on a vraiment envie de se dire, allez, on se remet à faire des commandos terrain. Tu vois, on va dans une ville, on prend peut-être des rendez-vous en amont, histoire d'être sûr d'avoir au moins quelques portes ouvertes. Et puis, on va discuter avec les gens, quoi. Ok. Ouais. Et alors, tu parlais de ville et de 10 à 17. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution peut-être structurelle d'Enchérimo, un peu la culture d'entreprise? Comment est-ce que vous êtes passé de 2 finalement à une équipe de 17? Ouais, écoute, donc on était 2 jusqu'à septembre 22. En septembre 22, on recrute la personne qui est aujourd'hui notre directeur commercial, mais qui au tout début était en freelance parce qu'en fait on n'avait juste pas les moyens de le payer, tu vois. Et ensuite évidemment on avait déjà un dev à l'époque, okay, freelance, qu'on a ensuite internalisé. On recrute William, qui aujourd'hui est donc le team lead CSM, en février 22. Non pardon, donc ouais, j'avais septembre 21, février 22. Donc tu vois, là on commence à être une team de 5-6, mais vraiment Paul et moi on faisait du sales, quoi, ou un peu de tout finalement. Classique quand tu montes une boîte. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est pas mal développé depuis novembre dernier. On a recruté 2 sales.
Au début, sur une stratégie full cycle, c'est-à-dire, tu vois, ils généraient les rendez-vous, ils faisaient les closings. Et là, sur l'année 23, en fait, on a commencé à développer l'équipe avec des SDR, plutôt juniors, qui prennent des rendez-vous. Dans le job, c'est de prendre des rendez-vous. Et le gros avantage de scinder ces deux trucs-là, je pense que c'est d'avoir quelqu'un qui globalement, a une mission en tête et se retrouve pas à devoir finalement échanger 40 minutes avec un prospect qui a envie tout de suite de poser des questions. Non, en gros, vous parlerez avec un expert. Maintenant, juste simplement, on fixe le rendez-vous. Et là, dernièrement, l'équipe tech a grossi aussi sur le côté. Et là, dernièrement, on a accueilli deux nouveaux CSM parce qu'en fait, on est passé de 150 clients à 400 en 8 mois, donc il fallait qu'on puisse les accompagner mieux, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et est-ce que vous avez un objectif de collaborateurs à atteindre avant la fin de l'année, je sais pas, ou alors pour l'année prochaine? Je dirais que l'équipe est quasi staffée, là, en tout cas pour le momentum. Donc je pense qu'à la fin de l'année, on ne dépassera pas les 20 personnes. Mais effectivement, si le trend continue, en gros, si on continue la croissance actuelle, etc., vraisemblablement, on devrait être peut-être une trentaine à la fin du premier semestre 2024. Ok. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous êtes implanté à Paris, vous travaillez sur d'autres villes. Est-ce que vous planifiez peut-être de vous étendre à l'international ou en Europe? Alors, en tout cas, nous, là, physiquement, nos bureaux sont à Levallois. Ok. L'équipe tech est en remote. Ok. Nos partenaires, en revanche, aujourd'hui, sont déjà sur toute la France. On a évidemment des endroits géographiques où on est plus développé que d'autres, mais je sais pas, on doit être sur peut-être 60 départements, tu vois. Donc on a quand même commencé à bien mailler le territoire. Pour le moment, comme on se disait, il y a encore beaucoup de professionnels à aller déjà évangéliser, si tu veux, genre à leur montrer que ça existe, que c'est possible, comment ça se met en place, etc. Évidemment, après, on a quand même déjà dans un coin de notre tête d'aller tester le modèle dans d'autres marchés. En fait, les ventes interactives, donc les enchères en ligne, c'est déjà assez développé dans les pays nordiques, en Scandinave, et en Angleterre, Irlande. Il y a déjà des boîtes comme la nôtre, donc c'est des marchés déjà plus matures. En revanche, tu vois, si on regarde déjà en termes de législation et de marché moins matures, les pays type Italie, Espagne, Portugal sont des pays sur lesquels on pourrait vraiment aller tester la solution d'ici quelques années. Tu penses que c'est quoi qui pourrait booster justement le développement des ventes interactives plus rapidement peut-être dans certains pays? Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait que les pays nordiques soient déjà en avance et... C'est une super question. Je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. C'est peut-être culturel, honnêtement. Pour le coup, tu vois, si on analyse les enchères dans l'immobilier, en France, c'est pas ultra répandu. Tu vois, nous, on a notre vocation, c'est de répandre cette partie finalement d'appel d'offres en ligne qui permet d'aller fixer le prix. Mais si tu regardes, tu vois, tu veux acheter un appartement à Stockholm, tu as, 75-80% des ventes qui sont déjà dans un système de proxy enchères, tu vois. Ok. Donc peut-être que c'est culturel. Là-dessus, j'ai pas d'explication très claire, je pense. Et est-ce que vous alliez un peu le concept de vente interactive à celui de e-buying ou pas du tout? C'est un peu deux choses différentes. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, du e-buying, c'est quelqu'un a un bien à vendre, il contacte, il y a plein de startups, pas forcément, mais il contacte une startup qui fait de l'e-buying et il dit est-ce que vous êtes prêt à regarder mon dossier, est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Donc finalement, dans le e-buying, la startup est partie prenante puisqu'elle se positionne en tant qu'acquéreur. Après, son rôle, c'est d'essayer de la revendre pour faire son arbitrage. Mais non, nous, en Sharimo, pour le coup, on se positionne vraiment comme un pur prestataire SaaS, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que on est une plateforme sur laquelle le professionnel va pouvoir organiser sa vente, recevoir ses intentions d'achat, les présenter au vendeur, tu vois, histoire d'être même carrément plus sur de A à Z sur le cycle de la vente. Là, on est en train de développer deux features. Une première qui est permettre de qualifier les acquéreurs sur la plateforme. C'est-à-dire que, alors c'est pas qualifier des prospects, parce qu'en fait les prospects il les a déjà eus. En revanche, c'est-à-dire qu'ils puissent déjà faire son scoring de participants avant d'inscrire complètement les participants à la vente interactive, et en aval, qu'ils puissent récupérer des offres certifiées, tu vois. C'est-à-dire que pour le moment, il récupère des intentions d'achat, il les compare avec ce qu'il a comme financement, etc. Et il présente ça au vendeur. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse faire une troisième étape qui soit à la fin de la vente interactive. Le participant peut cliquer, remplir tous les champs, tu vois, qui vont rendre son offre legit, tu vois, avec tout ce qu'il a besoin d'indiquer dedans, et derrière que ça soit directement transmis au professionnel et ou au vendeur. Ok, ça marche.
Et enfin, c'est un parcours assez simplifié au final, du coup. Une question que je voulais te poser, comment est-ce que tu as choisi de te placer dans le marché de la PropTech finalement? Pourquoi choisir de travailler avec des professionnels dans l'IMO Je pense qu'il y a plein d'éléments de réponse. Le premier déjà, c'est que je pense que c'est quand tu montes un SaaS, déjà dans un premier temps, c'est assez rassurant de se dire que tu travailles avec des professionnels, puisqu'en fait ton marché il est déterminé. L'avantage aussi de monter une PropTech, je pense quand tu travailles avec les pros, c'est qu'en fait les pros de l'IMO ils sont ultra identifiés. Les pros, leur job finalement c'est d'être visible. Enfin tu vois, donc leurs numéros sont accessibles, leurs mails sont accessibles, tu peux échanger avec eux. T'as pas besoin, tu vois, de chercher une aiguille dans une botte de foin globalement. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et le deuxième enjeu, qui est peut-être l'enjeu principal, c'est finalement que on croit vraiment dans le professionnel. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment donné, nous avait traversé l'esprit de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire un genre PAP de l'enchère au tout début, tu vois. Et en fait, on a écarté tout de suite cette possibilité, puisque philosophiquement, je ne pense pas qu'un vendeur soit la meilleure personne pour se défendre lui-même. Et en fait, pour moi, l'intermédiaire, son rôle clé, c'est de mettre en accord deux personnes. Et c'est très difficile de se mettre d'accord en frontal, tu vois. C'est l'avantage d'avoir un intermédiaire et qui puisse aussi organiser tout le processus. Donc on croit vraiment avec Paul dans le professionnel et dans sa place dans la vente. Voilà pourquoi on s'est dit que de toute façon on voulait faire un outil pour le professionnel. Ok. On va revenir un peu sur un côté un peu plus perso, notamment peut-être sur toi et Paul. Ouais. Donc vous êtes deux meilleurs amis à la base qui avaient monté ensemble un business. Ouais. Comment est-ce que c'est aujourd'hui d'allier amitié et business pour toi ? Écoute, il faut être capable de faire un peu la part des choses. Ouais. Effectivement, au début d'Enchère-Imo, on était pleine balle dans Enchère-Imo, on pensait Enchère-Imo, on dormait Enchère-Imo. Enfin, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vois, l'équipe est un peu structurée. On peut se permettre de déconnecter une nuit, quoi. Il n'y a pas de problème. Au début, on est vraiment à fond dedans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, on ne se parle plus d'autre chose que d'Enchère-Imo. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, parfois, il faut qu'on coupe et qu'on soit capable aussi d'être potes, quoi. Enfin, tu vois, et de pas qu'être potes à travers Enchère-Imo. Donc en effet, tu vois, c'est intéressant ta question parce que ça a été un défi qu'on a réussi à surmonter, mais qui s'est quand même présenté sur le chemin, quoi. Et au quotidien, toi, t'as plutôt quel rôle, enfin, comment est-ce que vous vous complétez dans votre travail au niveau de votre personnalité, comment est-ce que ça match pour que ça fonctionne au niveau du travail? Paul, aujourd'hui, chez Enchère-Imo, il va plutôt s'occuper de tout ce qui est opération, donc tout ce qui est vraiment interne, tu vois, que tous les process soient bien en place, que tout roule, quoi, que tout soit vraiment lisse et qu'il n'y ait rien qui grippe le mécanisme. Moi, mon rôle aujourd'hui, alors, je pourrais te dire, jusqu'à il y a 6 mois, c'était 100% sales, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on a staffé l'équipe, je fais toujours du sales à fond, mais j'ai peut-être 40% de mon temps qui est dédié à autre chose, voire 50%, notamment de la visibilité. C'est tout bête, mais tu vois, voilà. La raison pourquoi tu es ici aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'ambition, c'est que je puisse faire gagner de la visibilité à Enchère-Imo par plein de canaux nouveaux, différents, qu'on n'a pas encore exploités et qui soient complémentaires avec les autres, quoi. Ok. Et alors, sinon, toi, au niveau de ton équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu as une passion à côté d'Enchère-Imo ? Ouais, je pense que j'ai plein de passions. Moi, je pense que mon équilibre, en tout cas perso, c'est pas mal de sport. Parce qu'en fait, ça me vide la tête, tout simplement. Ouais. Tu vois, avant de se retrouver sur ce podcast ce matin, à 7h30, j'étais en train de grimper à la salle d'escalade, quoi. Et ça fait du bien, tu vois, c'est cool. Un peu de tennis aussi. Enfin, j'essaie de pouvoir varier un peu les plaisirs et aussi pouvoir faire à la fois des sports où je suis solo et des sports où je vois des potes, parce qu'en fait, c'est aussi une super occasion de voir ses amis. Après, sinon, j'adore la voile, mais la voile, c'est plus un truc que je pratique quand je suis en vacances. À Paris. Mais voilà. Ok. Alors, pour se tourner plus vers le futur, enfin vers l'avenir comme le podcast, quels sont court, moyen ou long terme pour toi les objectifs que vous souhaiteriez atteindre avec Enchère-Imo ? Écoute, déjà, il me semble, tu vois, je crois que ce mois-ci, on dépassait les 1000 ventes interactives réalisées sur Enchère-Imo. Donc déjà, pour nous, c'était un joli milestone. Okay. Maintenant, nous, les objectifs, là, assez rapides, tu vois, ça peut être du MRR, ça peut être, tu vois, un nombre de clients, mais en gros, aujourd'hui, on a 400 clients.
on souhaiterait passer vraiment une belle marche et être, je sais pas, autour de 1000 clients fin 2024. Ok. Donc, déjà, tu vois, cette année, on a un peu plus que... On va tripler quasiment sur l'année. Il faudrait qu'on redouble, triple sur l'année prochaine pour qu'on finisse un peu plus de 1000 clients l'année prochaine. Pour nous, après, le vrai défi, c'est de pouvoir garder la même qualité d'accompagnement. Enfin, tu vois, parce que finalement, il y a la partie tech, évidemment, où il faut qu'il n'y ait pas de bugs et que tout fonctionne très bien. Il y a évidemment après toute la partie finalement service qu'on met à disposition de nos partenaires. Et l'enjeu, il est là finalement. Ok. Je ne te l'ai pas posé cette question, mais quelles sont les valeurs d'Enchère.imo? C'est assez intéressant parce qu'en fait, si tu veux, je peux te raconter comment on les a créés. Plaisir. En fait, je pense qu'avec Paul, on était assez alignés depuis le départ sur nos valeurs, mais on n'avait jamais trop parlé. Parce qu'en fait, on est amis depuis super longtemps, donc je pense que ça veut déjà dire qu'on a globalement des valeurs qui matchent. Et en fait, l'année dernière, on voit l'équipe qui grossit. Dans les recrutements, finalement, on faisait à la fois un peu de technique pour comprendre si la personne pouvait faire son job, et après on passait quand même pas mal de temps à faire du fit, puisque l'objectif c'est que quand tu crées ton noyau dur de ton équipe, c'est d'avoir des gens en fait qui sont alignés avec toi, qui ont les mêmes valeurs, etc. Mais on les avait en ce moment-là pas couchés sur papier. Okay. Et en fait au mois d'avril, on a fait un petit atelier avec toute la boîte. Évidemment, on avait un peu en tête ce qu'on voulait leur faire dire, mais on leur avait dit déjà remplissez genre un Google Form avec 4-5 valeurs pour Enchère.imo. Et après, derrière, on avait fait une grande corbeille, un grand canevas avec tous les trucs. Ouais. On avait commencé à faire un peu des clusters de valeurs. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'était rendu compte que les gens étaient carrément alignés avec ce que nous, on avait déjà mis sur notre feuille qu'on n'avait pas montré, tu vois. Et en fait, donc les grandes valeurs d'Enchère.imo, mais qui vont aussi avec le discours qu'on raconte toute la journée à nos partenaires, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette boîte, c'est la transparence, l'ambition, le collectif, en gros, esprit d'équipe, et l'audace. Parce qu'en fait, pour pouvoir trouver des solutions, parfois, il faut penser à côté de ce que les gens font. Donc voilà, les 4 grandes valeurs. Ok, c'est super intéressant. Et alors, tu as monté la boîte à 25 ans. Ouais. C'était donc il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, il y a 3 ans et demi. Est-ce que sur un plan personnel, tu as eu une évolution chez toi? Et si oui, lesquelles? Des choses que... j'ai Enchère.imo, Louis a 25 ans qui monte Enchère.imo et aujourd'hui CEO. Est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je pense que c'est la même personne, mais... je pense, en tout cas, je crois avoir finalement, c'est quand même une courbe de croissance, une courbe d'expérience qui est géniale, quoi. En gros, 25 ans, je bosse en finance, je pense que je sais à peu près faire des Excel et des PowerPoint. Et en fait, là, je me retrouve dans un grand bain où il faut penser le produit, monter des cahiers des charges. Alors, je développe pas, hein, mais tu vois, du fait qu'on était ingénieur avec Polo, on est quand même capable de dessiner les choses, savoir ce qu'on veut, mais on ne pouvait pas les dev. Derrière, après, il faut aller chercher des premiers clients. Il faut ensuite les accompagner, parce qu'au début, on faisait tout. En parallèle, il faut aller lever des fonds. En gros, tu fais plein de trucs à la fois. Et ouais, je pense que c'est génial comme expérience, quoi. Et qu'est-ce qui a peut-être été un peu plus difficile dans ce parcours pour toi, les défis que tu as eu sur le chemin? Je dirais que aujourd'hui, maintenant, on commence à avoir une équipe structurée, mais le plus gros défi, en fait, c'est de passer de 2 à 5, quoi. Ouais. C'est de devoir commencer à manager des gens, parce que avant, tu fais tout. Et à un moment donné, tu peux pas tout faire. Il faut parfois aussi prendre des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais. Et il faut être capable de donner ta vision à des gens qui arrivent, qui vraisemblablement sont bons dans ce qu'ils font, mais il faut qu'ils s'imprègnent de ta vision pour qu'ils puissent aller dans ce que tu as envie de faire, quoi. Et justement, c'est très bien que tu utilises ce mot-là, mais en termes de vision, quelle est toi ta vision de l'avenir, que ce soit pour Enchère.imo ou bien sur un plan personnel en tant qu'entrepreneur? Je pense que l'avenir est plein de challenges. Tu vois, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un ensemble de collines qu'il faut passer, mais en vrai, c'est tellement cool quand tu arrives au sommet et que tu redescends que... En vrai, je suis assez optimiste quand même. Ok. Écoute, c'était ma dernière question. En tout cas, merci d'être venu sur Avenir, d'avoir partagé ton histoire et ton expérience. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très prochainement. Et merci beaucoup, Louis, d'être venu. Merci beaucoup, Vanna. C'est un plaisir.